Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Aujourd'hui, nous rencontrons André, qui m'a contacté pour me raconter son histoire suite à la lecture d'un article dans le journal local Les DNA. Je peux vous dire qu'il s'était super bien préparé, puisqu'il a commencé à écrire ses mémoires à son arrivée à l'EHPAD. J'en profite pour remercier Myriam, l'animatrice de l'établissement, qui nous a aidés à tout organiser. Ce témoignage sera diffusé en 2 parties, et cette première partie est consacrée à l'enfance d'André, du côté de Nevers. Une enfance marquée par la guerre, car André a tout juste 5 ans lorsqu'elle éclate. Doté d'une très bonne mémoire et d'une sensibilité qui vous traverse, André nous emmène dans le passé avec des souvenirs parfois douloureux. Il se souvient de Zeppelin, de débâcles, de cris de prisonniers en face de chez lui et de bombardements. Voici un témoignage rempli d'émotions que je vous propose d'écouter sans plus tarder. Bonjour André, merci de me recevoir et de bien vouloir répondre à mes questions. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui nous écoutent ? Je suis André, je suis né en 1934 à Nevers. J'ai maintenant 87 ans. Je suis dans ma 88e année. Et pouvez-vous nous raconter où vous êtes né et où vous avez grandi ? Je suis né à Nevers en 1934 et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans à Nevers. Et si on revient sur votre enfance à Nevers, comment ça s'est passé ? Comment était votre famille déjà ? Écoutez, d'abord c'était 34 à 39, c'était l'avant-guerre. Donc avec des jouissances que nous avions à l'époque, parce qu'on pouvait manger des bananes, on pouvait manger des oranges, on les trouvait sur les marchés. On avait le beurre était en motte. Sur les marchés, on trouvait des fromages blancs, de la crème, etc. Toutes ces choses qui ont disparu après les restrictions de la guerre. Et puis, on avait une vie simple, hein. On avait une maison avec un jardin où on cultivait des légumes élémentaires qui nourrissaient une partie de la famille, comme bon nombre de familles. Tout le monde avait son jardin et tout le monde puisait généreusement dans les bienfaits que nous donnait la nature. Hein. Vous aviez une grande famille ? J'avais une sœur qui avait 9 ans de plus que moi, c'était ma grande sœur. Et quels ont été vos souvenirs marquants pendant l'enfance ? Donc déjà j'ai parlé de Zeppelin. En 1937, il y a eu le passage d'un Zeppelin au-dessus de Nevers. Il s'est trouvé que 3 jours plus tard, on avait appris le crash de l'Hindenburg, un Zeppelin qui avait atterri en Amérique et qui a brûlé en arrivant, tout en arrivant, et tous les gens, une bonne partie a disparu. Et suite à quoi Hitler avait interdit de fabriquer des Zeppelins. Et je me suis renseigné, à l'époque il y avait des liaisons entre l'Allemagne et l'Amérique du Sud, notamment le Brésil. Et est-ce que c'était un de ces Zeppelins que j'ai vu passer ? Parce que la trajectoire de l'Hindenburg qui s'est crashé partait des Pays-Bas et traversait l'Atlantique. Alors que moi j'étais à Nevers, donc j'étais tout à fait au sud. Et là j'ai appris qu'il y avait des liaisons entre l'Allemagne et le Brésil à l'époque, avec des Zeppelins pour du transport de courrier, également d'autres choses peut-être. Il y avait des trajectoires régulières. Et c'est certainement un de ces Zeppelins que j'ai vu. Vous l'avez vu, vous aviez quel âge ? 3 ans. Ah, et vous avez ce souvenir, c'est génial. Je me souviens, tout le monde. On criait le Zeppelin, le Zeppelin, le Zeppelin. Mais regardez, j'ai vu un point lumineux dans le ciel, mais je n'ai pas vu plus. Hein. Enfin, il brillait avec le soleil. Alors ça, c'est un souvenir marquant. Et puis ensuite, il y a eu toute la préparation de la guerre. Alors là, il y a eu beaucoup plus de choses, évidemment, dont on peut parler. Il y avait la confection des tranchées, le calfeutrage des maisons, le badigeonnage en bleu des vasistas pour éviter les bombardements. Pourquoi ?
pour qu'il n'y ait pas de lumière, pour pas que les avions repèrent les points lumineux. Alors tout le monde devait badigeonner ses vasistas. On ne devait pas voir la lumière à l'intérieur des maisons. Et on était obligé de boucher également les interstices des volets, parce qu'on ne devait pas avoir de flux lumineux vu de l'extérieur, à cause du passage des avions. On commençait à avoir des bombardements. Et ensuite, après, il y a eu la débâcle. Alors, dans la débâcle, j'ai eu un fait historique. On est arrivé à Montluçon en train, et dans la gare de Montluçon, on a vu des avions qui sont passés. Des avions, tout le monde a dit, ce sont des Italiens. Ce sont des Italiens, et qui ont mitraillé la gare de Montluçon. Alors donc j'étais à plat ventre par terre, toute ma famille d'ailleurs. J'ai appris, mais bien après la guerre, il y a eu un ouvrage qui était sorti sur la débâcle, et dedans on disait que du côté de Langres, il y avait des témoins qui avaient vu les Allemands dans un champ, en train de mettre des calcomanies sur les croix de Malte de leurs avions, et en mettant la croix, la représentation du drapeau italien. Parce que les Italiens n'étaient pas encore en guerre, ils venaient de se mettre en guerre. Donc ils ne pouvaient pas, manifestement pas, être à la Montluçon avec des avions. Et tout le monde disait, ah mais ce sont les Italiens, ce sont les Italiens. Et d'après ce recoupement, on savait que la Luftwaffe était passée à Montluçon, avait mitraillé et était passée après en direction de l'Atlantique. Voilà un événement historique. Le deuxième événement, c'est que pendant notre séjour à Montluçon, qui a duré entre juin 40 et août 40, on a vu, avant l'armistice, c'est-à-dire avant le 22-6-40, on a vu des Allemands qui étaient descendus, ils étaient en Volkswagen, ils étaient très joyeux parce qu'ils avaient gagné, et ils faisaient des grandes démonstrations avec leur épée sur des Volkswagen. Et il y avait des dames blondes qui venaient avec des gerbes de fleurs, les ovationner. Et on disait, ah ben vous voyez, c'est parce que c'est les femmes françaises qui viennent remercier les Allemands de venir à leur secours, etc. Et cet événement-là, je suis sûr de l'avoir vu, et un jour, mais 50 ans plus tard, il y a eu un interview à la radio en disant, on parlait à une personne du côté de Bordeaux, en lui demandant quels sont les faits marquants que vous avez vus pendant la débâcle. Et il a dit, moi ce qui m'a étonné, c'est de voir des femmes blondes avec des gerbes de fleurs qui accueillaient les Allemands. Alors donc j'étais pas le seul à avoir vu ça, et c'était la propagande nazie. C'était des Allemands, là. C'était des Allemandes, mais qui parlaient certainement correctement le français, hein, et qui venaient pour montrer effectivement que tout le monde, la population, accueillait les Allemands avec chaleur. Hein. Ouais, c'est du bon marketing. Ah, ça, c'est un événement important. Et pendant la guerre, est-ce que votre papa a dû partir? Non, mon père, en fait, voilà ce qui s'est passé en 1941. Il y a eu, avec les brassages de population, il y a eu des épidémies. On parle du Covid actuellement, mais à ce moment-là, il y avait effectivement une propagation d'épidémies, on ne savait pas de quoi exactement. Enfin, beaucoup de gens sont décédés. Et mon père a attrapé en mars 1941 la grippe, qui est devenue après une bronchopneumonie. Et puis au mois d'avril, il est décédé parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Il n'y avait pas de vaccin. Alors quand je vois les anti-vax, ça me fait bien rigoler parce qu'à l'époque, on a eu le vaccin. Mon père, il s'est mort depuis longtemps. Mais enfin, à l'époque, il aurait survécu. Alors que là, il a été décédé en 2 mois, en même pas 2 mois, en 1 mois et demi, ça y est. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'antibiotiques. Les antibiotiques, le premier homme à être traité par un antibiotique, c'était précisément au mois de février 1941. Mais c'est vers 1945 qu'on a vraiment commencé à utiliser des antibiotiques pour traiter les malades. Hein. Autrement, il n'y avait rien. Et il n'y avait pas de vaccination.
Et donc à ce moment-là, vous vous retrouvez seul avec votre sœur et votre Exactement, et maman. ma mère qui est obligée de prendre un emploi, qui a réussi à avoir un emploi municipal, parce qu'avant elle avait travaillé chez ses parents, qui avaient un garage, et qui avait également un commerce d'armes de chasse, mais elle avait travaillé dans sa famille. Et c'est pas la même chose que travailler dans un service, dans une mairie. Il fallait changer complètement son mode de vie, et ça c'était dur pour elle. Et puis on avait quand même deux jeunes enfants, parce que moi j'avais 6 ans, et ma sœur en avait 15 ans. Et comment s'est organisée votre vie pendant la guerre? Parce qu'il fallait quand même aller à l'école, grandir. Alors on allait à Comment vous avez l'école, fait? qui était d'abord l'école, elle avait au départ, j'avais d'abord été à l'école maternelle, puis l'école maternelle, au moment de la guerre, se situait dans une école normale. Les écoles normales ont été supprimées par le régime de Vichy en 41. L'école a été transférée ensuite dans un autre établissement, puis encore dans une autre école. Donc j'étais dans une école de garçons qui était au bout d'un boulevard. Et puis j'allais à l'école là-bas, ça faisait à peu près un bon kilomètre entre la maison disons, l'école. Alors les cours pendant cette période troublée, par moment il fallait évacuer l'école parce que les Allemands l'occupaient pour faire autre chose. Il y avait des jours où on ne pouvait pas aller à l'école. Il y avait des cours qui étaient obligatoires, dictés par Vichy, notamment des cours de morale. Et dans ces cours de morale, les instituteurs attaquaient pas mal, quand on parle maintenant de laïcité, les instituteurs tapaient notamment sur tout ce qui était conviction religieuse et autres. Et j'ai profité des cours de morale institués par le régime de Vichy pour taper sur la question religieuse. Et est-ce que les Allemands intervenaient dans l'éducation? Non, non, non. Par contre, on avait des fois on nous emmenait souvent voir des films de propagande nazie où on montrait toute la partie armement. On nous montrait également tout le développement de la culture physique, parce que la culture physique à l'époque en France n'était pas tellement développée. Et on voyait toutes les jeunes faire de l'escrime, de la course à pied, du saut en hauteur, etc. Et on le voyait par la télévision, le cinéma. Et on nous emmenait également voir des expositions d'armes à feu. Armes à feu allemandes, évidemment. Autrement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, comme un peu partout, l'obligation de ramasser des denrées forts. Les denrées forts qui attaquaient les pommes de terre. Les denrées forts, c'est un parasite des pommes de terre. Et donc on avait des petites boîtes en fer blanc, et puis on devait passer d'une rangée à l'autre dans les cultures de pommes de terre pour ramasser les larves qui sont rouges avec des points noirs. Et également, quand ils étaient développés, c'était quelque chose qui faisait un aspect jaunâtre, qui était jaune avec des pattes, etc. Et on ramassait ça et après on le détruisait. Et est-ce que vous avez quand même quelques bons souvenirs? Bon souvenir, c'était la période de guerre, vous savez, on était plutôt crispés, on avait plutôt la trouille d'un peu de tout, parce qu'il y avait des alertes, il y avait des jours où on ne pouvait pas aller à l'école parce que les Allemands l'avaient occupé, etc., etc. Donc, on avait des bons camarades, mais enfin, on ne les a pas gardés à vie, hein. On est resté à l'échelon élémentaire. Et quels étaient les jeux d'enfants? Alors, dans les jeux, on jouait aux billes, on avait les osselets également, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était à peu près tout, parce qu'autrement, on n'avait pas d'autre chose, on n'avait rien d'autre.
Et vous vous souvenez de la fin, de la guerre? Ah, oui, 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 très très bien. La fin de la guerre, enfin, j'explique là ici, hein. Il y a eu d'abord des premières années, bon, euh, il y a eu des. Je me souviens notamment, un jour j'allais à l'école et il y a un Allemand qui occupait une caserne euh, sur mon passage, et tout à coup je le vois au premier étage de cette caserne, enfin c'était l'école normale en fait, une ancienne école normale qui était transformée en caserne. Et il avait ouvert une fenêtre, il a regardé si la sentinelle regardait dans sa direction, et il me montrait quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Et il m'a jeté quelque chose qui est venu rouler à mes pieds. C'était un pain rond, une miche, hein, qu'il avait entamé, qui n'était pas fini. Il m'a acheté. Alors, à l'époque, on avait formellement interdiction formelle, déjà à partir de 1939, de ramasser tout objet qu'on trouvait par terre, tel que briquet, stylo, euh, amusement et autres, qu'on trouvait par terre parce qu'il y en a beaucoup qui étaient explosifs. Il y avait des explosifs dedans et ça avait été mis par ce qu'on appelait la cinquième colonne, c'est-à-dire des gens qui étaient habilités par les Allemands pour foutre la panique un peu partout. Et donc, il y avait des enfants qui se sont fait couper les doigts avec des engins explosifs. Donc, il était interdit de prendre tout ce qui était par terre, les mettre, nous l'avait indiqué, et la famille également. Alors, ma miche de pain, j'allais à l'école, je ne savais pas où la mettre. Alors, je l'ai mise dans un talus, et puis je suis rentré à la maison, j'ai dit, ben voilà ce qui se passe. Alors, mes parents m'ont dit, ben, ramène quand même ta miche, là. Et puis on l'a donné aux poules. Et puis c'était parfaitement comestible. C'était pas explosif alors. Pas du tout. Et les poules étaient ravies. Et donc vous pensez qu'il avait voulu vous faire un cadeau? Ben, il a voulu, oui, c'était un geste sympathique. Et il n'en avait plus besoin, et pour pas qu'il soit perdu, il me l'a envoyé. Ah, mais à l'époque, les premiers Allemands qui sont arrivés étaient fort sympathiques, hein. Enfin, fort, oui, ils étaient très cordiaux, hein. Notamment, il y avait un monsieur un jour qui prenait le frais devant sa porte, assis sur une chaise. Et les Allemands étaient passés avec en Volkswagen, et puis ils l'ont pris, ils l'ont installé dans la Volkswagen, ils l'ont fait faire le tour de la ville, et ils l'ont ramené sur son siège. C'était sympathique. Il y a eu des mouvements beaucoup plus moins agréables. J'avais été chez le coiffeur pour la rentrée des classes, différentes. Et j'étais avec mon père. Et puis à la sortie de chez le coiffeur, on est passé sur une place et mon père m'a pris par la main, m'a fait courir à toute vitesse pour traverser la place. On me demandait ce qu'il y avait. Et il y avait tout bonnement parce qu'il y avait l'Horte Commandantur, la commandantur du lieu, où il y avait la relève de la garde. Et mon père était obligé de retirer son chapeau, ou oui, sa casquette plutôt, retirer sa casquette au moment où il y avait le passage, le changement la relève de la garde. Alors comme il ne voulait pas du tout le faire, et c'est pour ça qu'il a couru à toute vitesse. Et comme ça, on n'a pas été embêté. Autrement, après le décès de mon père, il y a eu quand même un écriteau qui était posé par l'Horte Kommandantur sur la maison, qui est Hans Sekund Gefahr, danger d'infection. Alors je veux dire en français, toute personne appartenant à la Wehrmacht il est formellement interdit de pénétrer dans la maison, hors du Standard Kommandantur. Alors bon, ça nous a été bien agréable parce que comme on habitait en face d'une prison, les Allemands voulaient absolument prendre la maison pour pouvoir surveiller ce qui se passait dans la prison qui était en face. Et ben, ils n'ont pas pu pénétrer pendant toute la durée de la guerre. Ils ne sont jamais pénétrés
parce qu'ils arrivaient toujours, ils venaient souvent, ils regardaient si la pancarte était toujours là, mais elle restait toute la guerre. Cette pancarte, elle est ici, elle est efficace. Finalement, ça vous a permis de rester chez vous. Voilà. Voilà. Et de ne pas être occupé, parce que sinon on aurait été occupé. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, il y avait les restrictions, alors ça je raconte ici, hein. Il y avait toutes les restrictions. À l'époque, pendant la guerre, on avait pas grand-chose. On avait des cartes d'alimentation. J'explique là-dedans les cartes distribuées à chaque catégorie, puisqu'il y avait les enfants, les moyens, les enfants moyens, et ensuite il y avait les jeunes adultes, après il y avait les adultes, après il y avait les vieillards, enfin il y avait les travailleurs de force. C'était toujours un régime différent. Et les cartes d'alimentation étaient en fonction de l'âge des gens et la quantité à consommer en fonction des gens. Il y avait restrictions pour le pain, pour la viande, pour les vêtements, pour le savon, pour le tabac. Bon, on n'était pas concernés par le tabac, mais les gens, eux, étaient concernés par le tabac. Et là, les gens finissaient par cultiver du tabac dans leur jardin, hein, et ramasser des feuilles. Et puis, étant gamin, on a fait aussi, on faisait nous-mêmes, parce qu'en grandissant, on avait besoin de faire comme les adultes. Alors, on fumait. Les adultes ramassaient des mégots dans les rues. Alors ça, c'était un moyen idéal d'attraper la tuberculose qui était fréquente à l'époque. Donc ça, nous, on ne le faisait pas. Mais on ramassait par contre des feuilles séchées, etc., des rosiers, de l'osier, de l'aubépine également, qui a une tige creuse, et on fumait ça, tant bien que mal. Et on faisait également, on avait des plants de tabac de temps en temps, on ramassait ça, puis on fumait n'importe quoi. Et ben voilà. Et puis on trouvait également chez les pharmaciens des cigarettes d'eucalyptus, qui étaient à beau filtre, qui étaient à l'eucalyptus, c'est très agréable à fumer. Mais autrement, il n'y avait pas de tabac, il n'y avait rien. Alors on bourrait des pipes, je récupérais des pipes de mon grand-père, et puis on fumait des pétales de rose séchés. Pour faire comme les grands. Eh oui. Enfin, ce qui m'empêche, c'est que je n'ai jamais refumé après. Ah, tant mieux. Parce qu'à la fin de la guerre, au moment où les Américains sont arrivés, ils distribuaient des camels, des cigarettes, ils jetaient ça des camions, on jetait des chewing-gums, on jetait des portions également de soupe, qui étaient pour l'armée, du cornet de bif, ils envoyaient ça, ils jetaient ça. Tous les gamins ont couru après les voitures, des camions pour essayer d'attraper quelque chose. Et ben voilà, ça c'était la fin de la guerre. Il y a eu à la fin de la guerre, il y avait quand même la région où nous étions, il y avait des maquis. Dans le Morvan, il y avait énormément de maquis, et il y avait constamment des sabotages à droite et à gauche, et puis il y avait également des représailles, et puis des gens qui étaient fusillés. Et la prison qui était en face de nous, ben, à un moment donné, il y avait des gens qui avaient été internés avant d'être jugés, mais il y en avait d'autres aussi qui avaient été jugés mais condamnés à mort. Et les Allemands avaient bouché les cellules de façon que personne ne puisse leur parler. Alors il y avait des personnes de la famille qui venaient et qui criaient. Ils arrivaient, il y avait une petite portion comme ça où ils pouvaient parler. Et ils se parlaient à 200 mètres près, et ils se parlaient avant d'être fusillés. Et vous entendiez ça de chez vous? On voyait des familles circuler, hein, c'est tout. Hein. Les fusillades, on ne les voyait pas. Mais les Allemands, d'ailleurs, à l'époque, les gens étaient enterrés, on ne savait pas où. Et les familles étaient obligées de les rechercher, mais les gardiens du cimetière avaient repéré dans l'endroit où ils étaient, et ils allaient s'adresser à eux pour retrouver la tombe. Autrement, on ne savait rien. Et puis il y avait aussi
à l'école normale, il y avait des Gestapo qui torturaient des gens. Et on entendait les gens crier. Voilà. Et puis après, il y a eu l'école normale n'était plus occupée par les Allemands, elle était occupée par des miliciens parce qu'il y avait le STO, le service du travail obligatoire. Donc c'est là où tous les jeunes étaient pris et incarcérés à l'école normale. Et il y avait des cars qui venaient, et puis il y avait des miliciens avec mousquetons qui accompagnaient les jeunes de la porte de la sortie de l'école normale et les emmenaient jusqu'au car. Et après, ils partaient en Allemagne, on n'a plus de nouvelles. Pour travailler. Ah ben ils sont revenus après, mais enfin pas tous, il y en a qui ont été tués pendant les bombardements en Allemagne. Alors c'est ça qui a engendré le début des maquis. Parce que pour se soustraire au STO, ben, les jeunes se cachaient dans les forêts et créaient donc le début des maquis et ils avaient procédé à des sabotages à droite et à gauche. Alors, en juillet 1944, il y a eu une intensification, il y avait le débarquement en Normandie, et il y a eu une recrudescence, disons, de bombardements, parce que les Américains et les Anglais, il y avait aussi des Français avec eux, dans la RAF, donc bombardaient principalement toutes les liaisons ferroviaires pour empêcher les Allemands qui étaient stationnés au sud de la France d'aller vers la Normandie. Donc ils bombardaient absolument tout ce qui était les voies ferrées. Et donc le 16 juillet 1944, on a eu droit en pleine nuit au passage de 104 bombardiers avec fusées éclairantes et tout, on voyait comme en plein jour, et on était terrés dans la maison. Et alors il y a eu 160 morts là où on était, 160 morts plus un nombre important de blessés et un nombre incroyable également de maisons endommagées. Donc là où nous étions, à 150 mètres de la maison, il y avait une bombe qui est tombée, une bombe à retardement. Il y avait plusieurs personnes de tuées, dont deux vieilles demoiselles alsaciennes qui ont été tuées. Et il y avait aussi d'autres personnes qui ont été tuées. Les deux côtés de la rue ont été complètement démolis. Et puis rien. Des gens que vous connaissiez bien? Démolis complètement. Et il y avait une bombe, il y avait un trou de 100 mètres de profondeur, une bombe de 1000 kilos. Et tout ça parce qu'ils voulaient détruire l'école normale, qui était un peu plus haut, mais ils ont loupé le tir. Ils ont lâché leur bombe avant. Alors, bon voilà, alors après, bon, qu'est-ce que je peux dire? Et après 1944, il y a eu le 7 septembre 1944, le jour de mon anniversaire, à 10 ans, on était libérés. On a été libérés, et puis après, les combats se sont poursuivis, d'abord entre la Normandie et l'Alsace, et puis également, il y avait un débarquement en Provence, et l'armée de Delane de Tassilly est remontée la vallée du Rhône, et a rejoint après les Vosges pour combattre la poche de Colmar, etc. L'Alsace n'était pas encore libérée, elle a été libérée le 2 février 1945. Donc entre le 7 septembre 1944, il y a eu des combats d'abord dans le nord de la France, et puis ensuite en Alsace. Bon, en 1945, il y a eu la libération, il y a eu beaucoup de règlements de compte. Beaucoup de règlements de compte de gens, d'abord tous ceux qui avaient collaboré. Beaucoup les maquisards les ont tués, sans jugement, ou pas beaucoup de jugement. Enfin, il y avait des règlements de compte aussi personnels, des gens par exemple
qui avait été licencié par un patron, et il tuait le patron parce qu'il avait été licencié, hein, pour se venger. Hein. Il y avait des choses comme ça. Hein. Bon, alors bon, il y en a eu beaucoup. Et puis, il y a eu des femmes aussi qui avaient collaboré, qui ont été tondues. Mais ça, je n'ai pas assisté à ça. Hein. Les enfants, on n'était pas chargés d'aller voir ça. Heureusement. Donc même si c'était fini, c'était pas totalement fini et vous aviez encore en plus des restrictions pendant des années. Ah bon, on avait toujours des restrictions à l'époque. Hein. On n'a pas eu les tickets de rationnement ont duré jusqu'en 49. Hein. On trouvait rien du tout. À la fin, on avait du pain. C'était pas du pain avec de la farine, c'était avec du maïs. Donc c'était un pain jaunâtre qui était élastique. Hein, et qui n'était pas très agréable. Du chocolat, il n'y en avait pas. Le chocolat, c'était un ersatz, c'était pas terrible. Le café, il n'y avait pas beaucoup de café, c'était de la chicorée. Il n'y avait pas de sucre, c'était de la saccharine. Voici venue la fin de cette première partie. J'espère que le témoignage d'André aura su vous toucher. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de son histoire. On parlera de sa rencontre avec sa femme, d'aviron et de son métier d'ingénieur. À bientôt pour une nouvelle rembobinette.